Je suis militante à Femmes en Lutte 93 et donc je vais finir d'introduire ce meeting autour de deux aspects. Le premier, c'est présenter déjà pourquoi on a organisé ce meeting et aussi dresser un constat sur la situation des femmes plus spécifiquement dans le 93 et vis-à-vis des effets de la crise. Et le deuxième aspect, c'est une présentation de Femmes en lutte, c'est-à-dire pourquoi on s'est constitué, et puis surtout nos pratiques, quelles pratiques on développe dans le collectif. Alors, comme on l'a dit dans l'invitation, pourquoi on a voulu organiser ce meeting, c'est par rapport à deux aspects. La première, c'est qu'on sent au niveau international, comme en France, les effets de la crise qui rendent nos conditions de vie et de travail encore plus difficiles. Qu'au niveau mondial, c'est pas un temps de paix, qu'il y a de plus en plus de conflits, de guerres, et aussi de guerres où la France d'ailleurs est elle-même engagée, notamment vis-à-vis de l'intervention en Afghanistan, et que du coup par rapport à cet état, on va dire, des faits, ce qui nous a surtout donné envie d'organiser ce meeting, c'est toutes les résistances, toutes les luttes, les révoltes en fait, dont on entend parler depuis plus d'un an après le printemps arabe, après les émeutes qu'il y a eu par exemple en Angleterre, ou bien encore en ce moment même en Grèce avec le mouvement social massif qui lutte contre l'austérité, l'austérité qu'on essaie de nous vendre. Et donc qu'est-ce que ça nous montre ces luttes? C'est qu'en fait, même s'il y a un sentiment peut-être d'impuissance vis-à-vis de tous les coups qui nous tombent dessus, il y a quand même un sentiment de révolte, de colère en fait qui existe, et c'est là-dessus qu'on veut s'appuyer pour faire cet après-midi. Alors après cette présentation un peu générale, on peut se demander pourquoi les femmes. Et c'est vrai que quand on est parti diffuser l'information sur les marchés, par exemple, on nous a dit mais cette situation elle concerne aussi les hommes. Et là-dessus on est d'accord. Par contre, nous Femmes en lutte, ça nous semblait important de faire entendre les voix des femmes et pour les faire sortir, comme le disent très bien les femmes sans papier, pour les faire sortir de l'ombre. Pour qu'à un moment on mette un coup de halo sur la situation des femmes pour mieux comprendre en fait la situation que tout le monde partage au sein du peuple. Quand on a aussi diffusé des tracts, on a eu droit à la fameuse phrase, alors je pense que ça va en faire sourire plein, qui ont dû l'entendre tout le temps, de c'est pas la priorité. La question des femmes n'est pas une priorité. Et nous, on pense que c'est mal posé le problème. Parce que poser cette question en termes de priorité, forcément, ça exclut les femmes. Parce que on n'aborde pas, et c'est ce qu'on va faire cet après-midi, les questions spécifiques et ce qui nous touche à nous dans nos conditions particulières. Voilà. Et donc c'est vraiment ça le but du meeting, c'est d'essayer de voir ce qui quelles sont nos conditions de vie un peu dans le détail, pour ensuite voir comment on peut s'organiser et s'unir. Parce qu'en face, les gens qui nous font avaler les réformes, etc., eux, ils sont unis, par contre, quand ils veulent, quand il faut nous la faire à l'envers. Donc voilà, donc pour nous, il faut que ça devienne plus que la priorité, le temps d'un débat. L'objectif, c'est qu'ensuite, chacun, chacune, on reparte dans nos organisations, sur nos lieux de travail, sur nos lieux de vie, en essayant de poser la question des femmes sur tous les aspects de la vie. Alors du coup, je voulais faire une petite blague, j'annonce la couleur un peu, en disant qu'un petit voyant mnémotechnique, à chaque fois qu'il y a une réforme ou qu'il y a une situation, il faut se poser la question de où sont les femmes. Voilà, elles sont où les femmes dans tout ça? Et donc les femmes, elles sont partout. Et il faut donc en tenir compte, et pas seulement pour donner une image un peu symbolique. Vous savez, à chaque révolution, on a l'impression que c'est une image de femme qui va symboliser cette révolution. Et ça a été le cas, par exemple, avec la révolte en Tunisie. Il y avait beaucoup d'images de femmes dans la rue, mais c'est bien de nous avoir sur les photos, mais après, il faut veiller à ne pas nous renvoyer justement à nos fourneaux une fois que tout est terminé. Donc voilà, c'est ça l'idée, de pointer la question des femmes tout le temps, sur chacun des mouvements, des luttes dans lesquelles on a investi. Donc voilà. Donc j'espère qu'on va réussir à l'issue du meeting et que ça nous donnera plein d'idées pour la suite. Maintenant, je vais dresser un tableau rapide de la situation des femmes, et notamment des femmes, des femmes des quartiers populaires, et les effets criants de la crise sur elles. Alors, on est d'accord, on partage au niveau du travail notamment les mêmes conditions d'exploitation difficiles que nos frères de classe,
que ce soit la pénibilité du travail, les horaires atypiques, la flexibilité des horaires, des contrats, la vie chère, les salaires insuffisants, et puis les maladies professionnelles, etc., etc. Mais en plus de partager ça, on a des conditions spécifiques, et nous, on a repris ce mot d'ordre qui est que être travailleuse, ce n'est pas être travailleur au féminin. Et qu'en fait, on a des spécificités, et que ces spécificités, on est obligé de les mettre à l'ordre du jour, pas pour diviser, mais au contraire, pour créer une unité qui soit réelle et concrète. Alors, je vais donner quelques chiffres, parce que c'est toujours parlant. Au niveau du travail, par exemple, on sait que les salaires des femmes demeurent 27% inférieurs que ceux des hommes. Que le taux d'emploi des femmes de 15 à 64 ans reste inférieur de 11 points que celui des hommes. Que sur toutes les personnes qui travaillent au SMIC, c'est-à-dire dans le salaire et le SMIC, c'est-à-dire 3,4 millions de travailleurs en France, eh bien parmi eux, 80% sont des femmes. Donc on est surreprésenté sur tous les emplois précaires, sur les emplois mal payés et aussi sur les emplois dits féminins. On est surreprésenté aussi sur tout ce qui est les emplois de service à la personne, de ménage, donc en fait où on valorise nos qualités bien féminines. Donc ça c'est un problème aussi. Et donc ces freins sont réels, sont aussi des freins réels par rapport à nos capacités d'organisation, notamment vis-à-vis des femmes qui ont des travaux, enfin un temps de travail éclaté, travailler 2 heures le matin, repartir chez soi, repartir ensuite 1 heure, se taper tous les transports, etc. Donc ça, c'est des freins réels, matériels, qui font que les femmes, c'est difficile pour elles de s'organiser. Parce que comment créer du collectif quand on est isolé dans son travail? Voilà, ça, c'est une vraie contradiction. Mais pourtant, malgré ça, les résistances sont possibles. La semaine dernière, alors on n'a pas pu s'y rendre, vu qu'on était prise par la préparation du meeting à Bobigny, il y a eu un grand meeting sur l'égalité des salaires, et notamment sur les salaires précaires. Et donc, leur initiative était intéressante parce que justement, elles ont popularisé les luttes des femmes dans ces secteurs très précaires. Donc, nous, notre collectif, déjà, s'était créé autour du film Remue-ménage dans la sous-traitance, qui en fait relatait l'histoire de la grève des femmes de la sous-traitance, des femmes qui travaillent dans l'hôtellerie, avec des conditions de travail difficiles. Et en fait, c'est pas seulement un combat dont on aime bien parler parce que c'était un peu historique et que c'est vrai que ça a fait du bien, je pense, aussi au milieu féministe, etc., de poser la question du travail des femmes. Mais c'est parce qu'en fait, aujourd'hui encore, il y a des luttes. Par exemple, tout l'hiver, il y a eu l'occupation par les femmes de chambre de l'hôtel Novotel. Elles ont fait 34 jours de grève. À Albertville, les caissières de DIA ont réussi à obtenir la non-obligation du travail le dimanche. Et elles ont fait 104 journées de grève, donc c'est quand même énorme. Juste là récemment, à Saint-Ouen, il y a 15 jours, les caissières de Franprix se sont mises en grève. Dans le groupe, on a des femmes qui sont investies, par exemple, dans des luttes autour de l'hôpital et notamment de la disparition des maternités, de la mise en place de la polyvalence, qui laisse les femmes à la totale merci des chefs, en fait, parce qu'il n'y a plus d'organisation du travail dans lequel on peut créer du collectif. Au niveau des luttes pour l'emploi industriel aussi, que ce soit les Conti à Clairoy, où les femmes étaient très investies, plus récemment, on l'a en tête, les Jabil. Aujourd'hui aussi, il y a une grande manifestation à Aulnay autour de la fermeture de l'usine PSA, les femmes sont présentes. Donc ça montre que les résistances sont possibles et que même si la société capitaliste elle n'a pas réussi à permettre à tout le monde d'avoir un emploi décent, eh bien les résistances sont là, qu'elles soient politiques, syndicales et même associatives, en créant du réseau. Et c'est ça en fait, nous, l'objectif qu'on vise. Au niveau du travail domestique, donc j'essaie de passer rapidement, là aussi l'égalité n'est pas acquise. Alors nous, on essaie de ne pas avoir seulement un discours, vous savez, culpabilisant en disant que c'est parce que les hommes sont tous machos, réacs et qu'on n'y arrivera jamais. On essaie aussi de voir comment la société, elle organise ça. Donc des exemples concrets. Par exemple, moi, ma belle-sœur, elle est ouvrière, mon frère est chauffeur de routier, quoi. Et quand ils ont eu leur deuxième petit, ils se sont dit, il faut que quelqu'un reste à la maison. Ils ont décidé que c'était ma belle-sœur, pas parce que c'est elle qui allait s'occuper des enfants, mais c'est parce qu'elle gagnait moins. Donc je veux dire, ils sont logiques, ils ont suivi une logique qui disait vaut mieux que la personne qui ait du travail, un travail en tout cas avec un salaire plus décent, continue à travailler. On a une copine aussi dans le groupe qui a eu un petit-fils, et que du coup son fils, ça pose problème d'avoir par exemple que 14 jours de droit de paternité. Parce que du coup forcément ça fait porter sur les femmes la gestion notamment de l'enfant. Alors c'est des exemples un peu concrets mais qui montrent
qu'à la fois, effectivement, il faut lutter contre le sexisme, contre le machisme, ça c'est certain, mais surtout, il faut analyser aussi comment la société, elle reproduit ces inégalités. Et là, nous, c'est quelque chose, une réflexion qu'on veut avoir aussi. Et de la même manière qu'il faut rester très vigilant, et notamment là, avec tout ce qu'on entend dans les médias, sur en temps de crise, la tentation à renvoyer les femmes au foyer pour laisser le travail aux hommes. C'est quelque chose voilà, que porte Marine Le Pen, et qu'il faut vraiment, vraiment résister contre ça le plus possible pour éviter ce retour en arrière. Au niveau de la société, le sexisme n'a pas disparu non plus. Il y a encore beaucoup de harcèlement sexuel, notamment au travail. La question des violences n'a pas disparu. L'affaire DSK nous a bien montré aussi comment la société elle a encore tendance à jeter le doute sur les femmes et en réussissant à chaque fois à transformer le bourreau en victime et à toujours amener les femmes qui sont victimes de violences à se justifier. Et ça, c'est quelque chose où aussi on aimerait avoir une discussion là-dessus. Quand on a diffusé les tracts, on a mené une campagne sur les violences faites aux femmes, on a été très surprise par cette idée fausse qui consiste à dire que, en fait, en France, on a dépassé tout ça, qu'on a un pays très avancé, etc., et que du coup, on ne voyait pas où était le problème. Mais, sauf que pareil, on a encore des chiffres qui sont parlants. En France, aujourd'hui, il y a encore une femme qui meurt tous les 2 jours sous les coups de son conjoint. Voilà. Les violences et le viol constituent un risque plus important pour les femmes âgées de 15 à 44 ans de mortalité que le cancer. Et ça, c'est en France. Voilà, c'est pas dans un autre pays, c'est en France. Donc ça, c'est un peu le tableau général. Et ensuite, entre nous, entre les femmes du peuple, il y a aussi des différences qui peuvent être un obstacle, justement, à une organisation forte et unie. Les copines, tout à l'heure, vont présenter la situation des femmes sans papier, et puis largement aussi des femmes migrantes, qu'il faut qu'on les prenne en charge, justement, pour construire l'unité. Il faut aussi poser la question de l'orientation sexuelle, et réussir à briser le tabou d'aborder la question de la sexualité, parce que là aussi, en fait, ne pas affronter ces différences, c'est créer entre nous des moyens de ne pas se comprendre, et donc de briser cette unité. Et c'est ça le mot d'ordre du meeting. Comment on construit l'unité entre nous, et comment on n'a pas peur. On n'a pas peur d'affronter les choses, et du coup de parler de tout pour s'en sortir ensemble. Alors après ce tableau, on peut dire, vaste programme, hein, par contre on commence, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entrées. Donc nous, on n'a pas la prétention à tout changer, on n'a pas la prétention à représenter toutes les féministes ou toutes les femmes de France, etc. Donc on veut vous faire partager à la fois notre vision du féminisme, de la lutte des femmes, et aussi comment on l'envisage, comment on la pratique surtout. Donc nous, Femmes en lutte, au départ, c'est un regroupement de plusieurs militantes qui sont investies dans les luttes politiques, syndicales, associatives. Et comme le dit notre plateforme, que vous trouvez sur notre table de presse, on est parti du constat qu'il existait encore trop peu de lieux où les femmes peuvent organiser leur révolte dans les quartiers. Il en existe, et c'est vraiment des points d'appui plus que positifs, parce qu'on essaie de s'intégrer aussi à un réseau, mais c'est pas suffisant. Voilà, je pense qu'il faut continuer en tout cas à populariser ces luttes des femmes le plus possible. On veut faire connaître donc toutes ces luttes-là et créer des solidarités entre nous à tous les niveaux, que ce soit aller boire un thé ensemble, aller regarder un film ensemble, discuter de nos conditions de vie, de travail, des difficultés qu'on rencontre dans nos syndicats aussi ou dans nos organisations. C'est difficile des fois d'aborder la question du féminisme, on nous renvoie à la fameuse priorité. Donc du coup, on a besoin d'outils, d'endroits pour se retrouver, pour pouvoir parler de tout ça. Et par contre, nous, notre engagement, on l'a organisé, on va dire, autour de la question du travail. Parce que pour nous, elle est centrale. Parce que pour nous, en fait, sans un travail décent, sans un travail bien payé, mais comment on peut avoir un logement décent sans un travail avec des horaires humaines, comment organiser sa vie de famille? Parce que du coup, il faut résister aussi à toutes les critiques que subissent les gens des quartiers populaires, de dire qu'on élève mal nos enfants, qu'on ne sait pas s'en occuper, que c'est tous des délinquants, et que de toute façon, en gros, c'est normal, parce qu'en fait, on ne sait pas s'en occuper. Non, on sait s'occuper de nos enfants, par contre, on ne peut pas s'en occuper si notre travail nous bouffe la vie. Voilà, ça, c'est un constat qui est clair. Et puis, sans avoir un travail qui ne nous tue pas à la tâche, parce que les maladies professionnelles se développent, tous les troubles liés à la question du travail se développent, mais comment avoir une santé décente dans un pays encore où les ouvriers vivent 8 ans de moins que les cadres? Ça, voilà, ça c'est des chiffres, c'est la réalité. Donc voilà, notre combat, il est multiple, et on développe, on s'est dit qu'en fait, on était souvent, quand on était féministe, on est souvent dans une dynamique à la fois avec et à la fois contre. À la fois avec nos camarades dans les syndicats, dans les organisations, dans les associations,
aussi avec les gens avec qui on vit dans les quartiers. Donc il y a un combat commun qu'il faut mener, mais parfois c'est contre, dans le sens où on doit imposer aussi la prise en charge totale de nos conditions spécifiques, parce que les prendre en charge pour nous, c'est les prendre en charge pour tout le monde. Parce que on ne peut pas en fait évacuer la moitié de l'humanité. Clairement, on ne peut pas décider que c'est pas la priorité ou on a autre chose à penser. Et donc, par rapport à cette vision du féminisme, on affirme avec fierté notre appartenance au mouvement féministe et aussi au mouvement ouvrier. On défend ce qu'on appelle le féminisme de classe, de lutte des classes. Parce que pour nous, les femmes, c'est pas une catégorie homogène. Et il n'y a rien à voir entre nous et par exemple les modèles des femmes qu'on voit à la télé, que ce soit les Ségolène, les Laurence Parisot, les Marine Le Pen. Nous, on n'est pas de ces femmes-là. On ne défend pas les mêmes choses. On ne défend pas non plus un féminisme qui est intégré dans l'appareil d'État et qui est même intégré, je veux dire, même Sarkozy, maintenant il dit féministe. Non, nous, on ne défend pas ce féminisme-là. Et on ne défend pas non plus le féminisme qui consiste à aller faire la guerre dans des pays, notamment en Afghanistan, soi-disant pour libérer les femmes. On pense que les femmes et les hommes doivent et peuvent surtout se libérer eux-mêmes. Donc voilà, l'objectif, c'est de penser le féminisme pas comme un outil, voilà. C'est comme un outil, comme un réflexe, que ça devienne un réflexe, le fameux, donc où sont les femmes, à la fois dans leurs conditions spécifiques et dans la prise en charge de leurs différences. Voilà, c'est une arme obligatoire, j'ai envie de dire, pour qu'on se libère. Alors voilà, nous à Femmes en lutte, comment on fait? Donc voilà, c'est très ambitieux, on ne peut pas tout faire. Par contre, on a décidé de se retrousser les manches sur des choses et on essaye d'y aller. Alors au niveau de la composition du groupe, il y a à la fois des femmes prolétaires, des femmes ouvrières, des femmes aussi voilà, qui sont dans des boulots très précaires. On a aussi des femmes enseignantes qui sont issues de la classe ouvrière immigrée et qui décident de rester dans le 93 pour y vivre, pour y militer et pour y habiter. Et des femmes au foyer, bien sûr. On essaie aussi, il y a un décalage générationnel à Femmes en lutte, donc qui est super cool, mais du coup, ça peut aussi poser des problèmes parce qu'on n'a pas la même énergie, pas la même histoire, pas les mêmes codes aussi. Donc du coup, ça c'est une réalité dans notre groupe. Voilà, il y a une richesse multiculturelle aussi dont il faut tenir compte. Parce que si on n'en tient pas compte, en fait, l'objectif c'est de faire en sorte que tout le monde trouve sa place. Et que donc, ce que vivent chacune dans ses spécificités, ça existe. Et donc, comment on fait? On essaie de développer des pratiques pour ça. Bon, déjà, on a appris la partie de fonctionner en non-mixité, sur le fonctionnement quotidien du groupe, pas parce qu'on pense que voilà, on ne peut pas faire de travail avec les hommes, mais parce qu'on pense que c'est un moyen de libérer une parole et puis de construire en fait notre autonomie. Et donc, par contre, on tient au retour en mixité comme aujourd'hui, par exemple, ou comme quand on organise quelque chose, on ouvre le groupe aussi aux hommes qui partagent nos positions. Parce que pour nous, ça ne nous intéresse pas juste de rester un petit groupe fermé entre soi. Excusez-moi, je vais boire un petit peu d'eau. Donc voilà, nous, ça ne nous intéresse pas de devenir les professionnels du sexisme, du féminisme toute seule, et qu'ensuite, après, on se confronte au monde, et forcément, le monde, il n'est pas aussi bien que les discussions qu'on aurait pu avoir. Donc, on a besoin aussi d'aller se confronter à la réalité, et aussi d'entendre ce que les gens ils ont à dire par rapport à ça. C'est comme ça, en fait, qu'on pense que l'on peut progresser. Sinon, ça n'a pas de sens, en fait. L'objectif, voilà, quand on parle du féminisme comme un outil, c'est qu'ensuite, on continue à le développer ensemble. Au niveau justement de toute cette composition du groupe, on n'a pas le même rapport à l'écrit, par exemple, ou à la lecture. Et donc, on essaie, comme on le peut, et des fois on fait certes encore des erreurs, de combler ce décalage. Donc on développe la pratique orale le plus possible. On essaie de toujours collectiviser nos lectures, ou au moins des petites fiches de lecture. Et par exemple, sur les formations, on en a fait, avant d'organiser le meeting, de fonctionner toujours à 2 ou à 3, et qu'il y ait toujours un retour au collectif, pour que tout le monde, en fait, s'y trouve. Au niveau de la pénibilité du travail, on essaie de tenir compte aussi de ça au niveau des choix d'heures de réunion. Voilà, on tient compte des horaires décalés des copines par rapport à des copines qui ont des boulots plus stables où c'est beaucoup plus facile de militer, par exemple. C'est la même chose sur la vie de famille. On essaie de ne pas faire de réunions tard le soir pour que les mamans puissent ensuite aussi reprendre leur vie de famille. Donc voilà,
On a mis en place aussi une garde d'enfants obligatoire, enfin obligatoire, c'est pas ce terme, mais assurée gratuitement, c'est ce qui est écrit sur la fiche. On essaie de le faire justement pour pouvoir libérer du temps à tout le monde pour assister à ce genre de réunion. Donc voilà, et puis on essaye un maximum de lutter contre la délégation. Voilà, une conception, voilà, la politique, on a l'impression que c'est juste des gens qui parlent bien, qui vont à la télé, et qu'en fait ça ne nous concerne pas. Alors qu'en fait, tout le monde a quelque chose à dire et tout le monde peut intervenir. Et là, c'est une chose sur laquelle on est vachement fiers aujourd'hui à Femmes en lutte, c'est qu'on a réussi à faire en sorte que tout le monde intervienne au meeting, malgré la crainte et les difficultés que ça peut représenter, quoi. Donc voilà, et puis après, un dernier exemple, c'est sur la tenue du blog. Donc là, c'est sur le décalage générationnel. On s'en est rendu compte qu'en fait, on n'avait pas la même facilité avec les outils multimédia, etc. Et donc, on essaie de collectiviser un maximum aussi cette pratique où on lit ensemble ce qu'on va mettre, ou en tout cas, il y a toujours un compte-rendu collectif pour que tout le monde du groupe puisse défendre ce que le groupe propose, quoi. Donc voilà, et on essaie de défendre un maximum une autonomie financière. Alors ça, c'est le plus difficile, ça c'est sûr. Ça demande un sacré investissement, mais on vise l'autosubsistance parce qu'on pense que c'est la seule condition pour être libre vis-à-vis de l'État et puis pour pouvoir faire les projets comme on le veut, et même si c'est compliqué à des moments, quoi. Voilà, voilà, on essaye, on met les mains dans le cambouis, on est jeunes, hein, ça fait 1 an, les filles du groupe, on a déjà été investies dans d'autres luttes par ailleurs, donc l'objectif c'est de se réunir et que par les discussions on arrive à avancer. Donc voilà notre vision du féminisme, voilà la pratique qu'on essaie de mettre en œuvre. On s'est vraiment retrouvé sur cette volonté de lier la question des femmes à la question des quartiers, du travail, ouvrier, etc., pour tout le monde. Et puis, on tient à dire qu'on est à l'image dans ce groupe, et je trouve aussi dans la salle du meeting, de la richesse et de la diversité de notre classe, et que du coup, comme on le dit dans notre logo, on va dire notre slogan, c'est que notre classe, même si on a l'impression qu'elle n'est pas combative, ou qu'elle ne résiste pas assez, ou que c'est pas suffisant, c'est pas vrai. Notre classe, elle est là, elle est grave dans la place, justement, et que du coup, elle est combative, et qu'elle porte vraiment en elle les capacités du changement. Donc, on espère qu'aujourd'hui, on va sortir de là avec de la fierté et surtout beaucoup de combativité. Welcome